Notre prochain intervenant est Timothy White de l'Institut Pasteur, qui va nous raconter une belle et nouvelle histoire sur le rôle du gène MPC2 et le métabolisme du pyruvate dans les maladies mitochondriales. Merci beaucoup. Merci encore une fois au comité d'organisation d'avoir sélectionné notre histoire que je puisse vous présenter aujourd'hui, qui décrit un nouveau gène de maladie mitochondriale. On en a parlé ce matin, Julien et Arnold, de la variabilité clinique et de la complexité de ces maladies mitochondriales. Donc pour en revoir une fois, on pense qu'il y a à peu près 1500 protéines mitochondriales qui font leur fonction dans cet organite qu'on étudie, notamment moi dans mon laboratoire de biologie fondamentale à l'Institut Pasteur et au CNRS, dont 13 protéines codées par l'ADN mitochondrial, ce qui veut dire que la majorité des gènes qui ont un potentiel de donner des maladies mitochondriales, comme on a entendu parler ce matin à midi avec Arnold, sont d'origine nucléaire, avec une hétérogénéité énorme dans le temps de mode de transmission, et c'est le cas aujourd'hui que le cas que je vais vous présenter. Et donc, on a beaucoup parlé de la chaîne respiratoire, où il y a le transfert d'électrons qui fait que l'oxygène soit consommé, qu'on puisse produire l'ATP, qui est indispensable pour les fonctions cellulaires dans tout type de cellules. J'aimerais évoquer que ceci demande des cofacteurs NADH, FADH, qui sont issus du cycle de Krebs, pour lequel nous avons absolument besoin, je vais voir si je peux montrer ici, l'import de pyruvate du cytosol, qui est généré par la glycolyse, qui doit être importé et traverser la membrane interne pour arriver et être converti en acetyl-CoA. Donc, il existe un transporteur qui s'appelle Mitochondrial Pyruvate Carrier, ou MPC, qui est constitué de deux sous-unités, deux petites protéines qui vivent dans la membrane interne, qui sont, elles, interdépendantes, où il y a à peu près 10 ans, les premières mutations ont été décrites par des chercheurs internationaux, donnant une maladie récessive assez grave. Avec les trois familles qu'on voit, jusqu'à quelques temps, on n'était pas conscient s'il existe d'autres variants, dont MPC2, qui pouvaient donner une maladie qu'on ignorait. Nous avons collaboré avec des collègues en Île-de-France qui font partie du réseau de maladies mitochondriales Caramel, à l'hôpital Bicêtre, pas loin de Paris, aussi en Île-de-France, excusez-moi, Saint-Germain-en-Laye, et nos collègues en Tunisie. On a décrit les premières mutations dans MPC2. Et donc, MPC2, la première famille que je vais vous présenter, c'est une famille, vous voyez, il y avait la première fœtus qui était avorté à 26 semaines, deuxième enfant en bonne santé, troisième enfant, même phénotype, avec en radiologie des atteintes assez importantes, là, cérébrales, entre autres, où ils ont pris une décision d'interruption de grossesse. En même temps, ils ont fait des diagnostics génétiques, un prélèvement pour la génétique et pour les fibroblastes de patients. Ils ont pu écarter d'autres explications de PDH ou de Fowler's disease, et ils ont retrouvé des mutations homozygotes dans un acide aminé conservé en MPC2. Une deuxième famille, pas du tout le même phénotype, dans le sens où les patients ont été diagnostiqués forcément après la grossesse. Il y a deux patients, un garçon et une fille, où nous avons retrouvé une mutation dans le premier codon méthionine du gène MPC2, avec des atteintes, excusez-moi, j'arrive du mal à maîtriser ça, des atteintes assez importantes au niveau radiologique, et encore une fois rejoint ce qu'a dit Arnold, l'importance de la radiologie, avec des signes cliniques assez typiques de maladie mitochondriale. Alors, deux patients, deux familles différentes avec des présentations assez différentes, qui rejoignent encore une fois l'importance le phénomène de l'hétérogénéité de maladie mitochondriale, même issue de la même protéine de MPC2. Alors, on parle de deux mutations différentes, on va en rentrer dans les détails, puisque c'est aussi le fond de notre métier. Une première mutation qui est censée perturber le premier codon et la traduction de la protéine, une autre mutation, position 50, qui perturbe la fonction. Alors, quand on a récupéré des fibroblastes de patients, on savait déjà que la capacité des mitochondries, des cellules, de respirer ou de consommer l'oxygène en présence de pyruvate, je précise spécifiquement pyruvate, pas en milieu basal, glutamate, était atteint.
Donc on a une réduction de la moyenne en présence du pyruvate. Donc c'est quelque chose de un phénomène de respiration assez particulier qu'on ne voit pas dans d'autres forcément de pathologies qui signalaient un problème d'oxydation de pyruvate. Quand on est regardé sur le western, on pouvait voir que dans les contrôles, on voyait le MPC2 qui se retrouve là. Mais dans les cellules de patients, on voyait que le MPC2 ne manifestait pas à sa taille normale dans ce premier mutation, le codon start, ni le deuxième patient avec la La perte de MPC2 engendrait également une perte de MPC1 parce qu'elles sont interdépendantes et leur stabilité est régulée par des prothèses dans les mitochondries. Lorsqu'une est absente, l'autre est dégradée et explique la raison pour laquelle il y a moins de MPC1. On a réussi à réexprimer la version MPC2 sauvage dans ces cellules et on pouvait rescuer le MPC1 comme vous pouvez voir ici. Donc ça veut dire qu'on a rescué une complémentation fonctionnelle. Et ceci traduisait dans une augmentation de la défaillance de respiration pyruvate dépendante. Donc ça c'est la respiration en présence du pyruvate était diminuée dans les patients et on pouvait le rescuer à l'état basal et aussi maximal. Mais bizarrement, il y avait aussi cette bande qui paraissait dans le patient, dans les cellules de patient, avec la mutation dans le codon start. Donc on s'était posé la question, et vous voyez également que la décroissance de MPC1 est un petit peu moins importante que dans le deuxième patient, où c'est une perte totale. Donc en regardant le gène, on s'est aperçu que ce start codon pouvait également être perturbé, mais in frame, je ne sais pas comment on dit ça en français, en lecture cas de lecture, on a quand même un méthionine qui pouvait donner une protéine fonctionnelle. Donc on s'était posé la question, est-ce que par la suite, dans cette mutation, on pouvait avoir une protéine fonctionnelle qui irait à la mito et pour des raisons qu'on ne comprend pas, pourrait donner une fonction hypomorphique. Donc ce qu'on avait créé, c'est on a créé des lignées cellulaires, des constructions, où on avait soit la version wild type, sauvage, soit on avait induit la mutation, ou soit carrément on avait complètement délété cette région de la protéine, et on a surexprimé une cellule de façon inductible dans des cellules ELA. Et ce qu'on a pu voir, excusez-moi, c'est que dans des cellules ELA, le wild type, on voyait bien la bande ici, on voyait une forme plus petite si on forçait l'expression de cette version-là, ou de cette version-là, qui voulait dire que cette protéine pouvait être exprimée. Alors, dans les cas des fibromes malades, ce n'était pas le cas. Et finalement, ce qu'on a pu voir, c'est que si on l'exprimait, elle allait bien à la mitochondrie, quelle que soit la version full-length ou les deux mutations qu'on avait induites en faisant des études de colocalisation. Donc peut-être ceci explique pourquoi on a des phénotypes hétérogènes de sévérité différentes. Avec deux familles, c'est difficile de conclure, mais ça nous donne déjà des pistes d'explorer les effets différentiels des mutations qu'on vient de découvrir. Donc, pour résumer, dans des cellules saines, dans des mitochondries qui fonctionnent, on a le pyruvate qui rentre dans la mitochondrie grâce à ce transporteur qui nécessite deux sous-unités, le MPC1 et le MPC2, qui doivent former un complexe, et qui peut apporter le pyruvate qui fait tourner le TCA et qui donne les cofacteurs nécessaires pour que la chaîne respiratoire nous fournisse l'ATP, enfin le système d'Oxfos nous fournisse l'ATP dont on a besoin. Dans un contexte où le pyruvate ne peut pas rentrer, si glutamate est présent, et ça on l'a pu démontrer, le TCA tourne et a quand même une respiration basale normale. Mais peut-être dans des conditions où le pyruvate est absolument essentiel, où le glutamate ne peut pas apporter les cofacteurs nécessaires pour la chaîne respiratoire, à ce moment-là, nous nous retrouvons dans une situation où l'oxygène est diminué, l'apport de l'ATP est forcément diminué, et qui corrèle avec un phénotype qu'on a décrit. Donc, je suis déjà à la fin. J'aimerais remercier forcément mes collaborateurs en Île-de-France et en Tunisie. Et ce travail dans le laboratoire a été fait par cette chargée de recherche au CNRS, Claire Pujol, et soutenu par différentes associations de patients et de financement entier. Et avec ça, je vous remercie. Merci beaucoup, Tim. Est-ce qu'il y a des questions? Salim? Merci, merci pour cette présentation. Alors, ma question est un peu générale finalement. Quand on a deux méthionines comme ça au début, en N terminal, qu'est-ce qui va faire que finalement la traduction va commencer au premier et le deuxième est complètement inhibé? Et quand ils sont encore plus proches, comment la cellule décide d'éliminer le deuxième méthionine pour produire une isoforme en fait?
Alors, je n'ai pas la question, mais quand on regarde dans les selles de ce patient-là, on ne voit qu'une seule forme, que nous pensons, en fait, je ne vous ai pas montré, mais ça colle parfaitement avec la forme qui est traduite par ce méthionine. Donc, ça veut dire dans des cas de secours, peut-être la cellule fait un choix qu'elle a besoin de pyruvate, elle va faire ce qui est faux pour induire cet effet, cette rescue la fonction d'oxydation pyruvate. Mais ça ne se joue pas au niveau du transcrit. Donc, quand on fait des études de transcrit, on n'a pas de dépistage différentiel qui pourrait expliquer ce phénotype au niveau du western. Donc, je n'ai pas la réponse, mais moi je me dis que peut-être il y a des signaux qui font qu'une traduction se met en place pour rescuer, ou sinon, tout simplement, il y a un niveau basal qu'on ne peut pas faire par western avec nos outils, et que dans des conditions expérimentaux où on surexprime une protéine en construction, à ce moment-là, on peut voir une bande. Après, il reste à voir ce qui se passe dans les tissus atteints. Une question, est-ce qu'il y a un signal d'adressage mitochondrial, un aminoterminal? Non, il n'y a pas de signal d'adressage, c'est des protéines qui se retrouvent dans la membrane interne comme des espèces de carrier, le SSC25 et compagnie, ou ce n'est pas le MTS classique comme on pourrait retrouver dans des protéines qui se retrouvent à être importées dans la matrice. Dont la raison pour laquelle on arrive à faire cette manip ici. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce que pour anticiper peut-être sur une question d'Arnold, est-ce qu'il y avait une lactatémie importante chez ces patients? Non. Non, et ils ont pu écarter assez rapidement la PDH, avec le sequencing de gènes, mais aussi l'activité de la PDH. Merci. Merci. Merci beaucoup, Tim.